tous ces terroristes qui écument les territoires, avec nos compatriotes qui errent un peu partout. Quelle stratégie on doit adopter désormais? Quel langage tenir vis-à-vis du Rwanda? Comment mobiliser à l'intérieur, tout comme à l'extérieur du pays? Comment le service de l'État, comment les collaborateurs de Félix Tshisekedi travaillent pour matérialiser justement cet appel? Alors aujourd'hui, c'est la voix autorisée, en quelque sorte celui qui est dans la confection de la stratégie de communication du président de la République, qui est notre invité. Vous l'avez suivi déjà depuis 3 heures maintenant, beaucoup de questions, parce que c'est sa première prestation dans GMK Today. L'invité, Eric Nindou, qui est le directeur de la communication présidentielle. Bienvenue. Bienvenue, bonsoir Jean-Marie Kassamba, bonsoir à tous les téléspectateurs de cette chaîne, cette grande chaîne, et je suis heureux d'être l'invité de votre émission. C'est l'homme de télé que je reçois, mais aussi l'homme de la com que vous êtes, parce que lorsque vous avez été nommé, beaucoup d'espoir, beaucoup de gens ont commenté, grand journaliste international, etc. Mais aujourd'hui, il est question d'abord de parler de la communication de notre pays qui est agressé et comment ça se confectionne, cette stratégie. Bon, l'état d'esprit d'abord, c'est comment? Vous-même, personnellement, depuis que le chef a lancé cet appel, vous êtes dans quel état? Un état d'esprit déterminé et volontariste. Il faut être sur le terrain, il faut conscientiser notre population et faire que tout le monde adhère au discours du chef de l'État. Une phrase était très importante, parmi toutes celles que le chef d'État a prononcées le 3 novembre au soir, dans son message à la nation. Il a dit: on doit taire nos différences, on doit taire nos différences idéologiques, religieuses, tribales et tout le reste pour être tous unis pour défendre la patrie. C'est dans cet état d'esprit-là que l'on est. Le chef a donné l'instruction, on est là maintenant pour l'exécuter. Ça tombe bien parce que l'homme que nous recevons aujourd'hui est un grand professionnel de médias et ensuite lui-même praticien. Depuis quelque temps, il est aux commandes de cette communication présidentielle. On va voir un peu son portrait résumé. Il ne faut pas tout dire parce qu'il en a d'expérience. Et juste après, nous allons commencer à décortiquer ensemble ce qui se dessine en ce moment comme nouvelle approche pour que l'opinion se saisisse exactement de ce que le président a pu lancer comme message. A tout de suite. Eric Nindou Kibambe est né à Kinshasa le 31 décembre 1970. Sa famille est issue du Kassai oriental et du Katanga de la tribu Moussongué. Cet homme de communication énergique est toujours rieur d'après ses proches et licencié en philosophie à l'ULB Bruxelles et en communication. Journaliste depuis plus de 20 ans, d'abord présentateur à Télé Matungé, puis journaliste radio à Télé Bruxelles et TV5, il affectionne particulièrement les sujets concernant le développement économique et social de l'Afrique, ainsi que ses rapports avec l'Occident. En 2007, Eric Nindou est repéré par Vox Africa, la chaîne de télévision dédiée à l'Afrique qui diffuse à partir de Londres en anglais et en français. Il s'y installe avec sa femme et ses 3 enfants et deviendra rapidement le rédacteur en chef et directeur d'information. En 2011, Vox Africa lui fait savoir qu'elle souhaite s'implanter également sur le continent européen. Eric Nindou décide alors de monter sa société de production audiovisuelle, doublée d'une régie commerciale. Il revient donc à Bruxelles pour lancer sa société de production Vox Media. Après quelques mois, il parvient à se faire sa place avec d'innombrables interviews et magazines politiques et économiques essentiellement, mais aussi la promotion d'entreprises, des PME, PMI et le lancement des startups locales. Quand l'actualité économique et financière qui le passionne lui laisse le temps, c'est vers la philosophie qu'il a également étudiée qu'Eric Nindou aime se tourner. Depuis août 2019, Eric Nindou était consultant indépendant en stratégie média et communication. De 2017 à 2019, il a dirigé la direction de Média TV1 Afrique, la chaîne internationale dédiée à l'Afrique basée au Maroc. Le 5 mars 2021, Félix Tshisekedi lui confiera la lourde charge de la communication de la présidence de la République. Eric Nindou, lorsque ce portrait résumé dévoile ainsi l'homme qu'on a connu ailleurs et qui est aujourd'hui à Kinshasa,
à l'annonce de la nomination, vous étiez où en tant que directeur de la communication? J'étais à Kinshasa. Quel pressentiment à la minute? Un pressentiment de lourde responsabilité. Vraiment une lourde responsabilité parce que je savais que la tâche était lourde, la tâche était très ardue, puisque j'avais eu la chance et l'honneur d'avoir des entretiens avec le chef de l'État quelques temps avant, où il m'avait expliqué ce qu'il voulait et pourquoi il voulait opérer ce changement, et la mission qu'il me confiait, de remettre de l'ordre, en quelque sorte, dans sa communication, parce que vous vous rappelez qu'à l'époque, il y avait une direction de la presse, dirigée par Abraham Lakobanga, une direction de la communication, dirigée par Lydie Omanga, et il a décidé, lui, le chef de l'État, de fusionner ces deux directions et n'en faire qu'une, c'est-à-dire créer la cellule de communication qui rassemble les deux fonctions, celle de la presse et celle de la communication, et j'ai l'honneur de pouvoir diriger ça. Ça vous fait un grand directeur. Avec recul aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes exactement? Eh bien, on en est, disons, je dirais, allez, à 75%, si on peut dire. Pourquoi? Oui. Parce qu'on avait pour tâche d'abord de remettre de l'ordre dans cette direction. C'est-à-dire d'essayer de rassembler des équipes qui étaient éparses, qui parfois ne s'entendaient pas, mais bon, il fallait remettre de l'ordre dedans, de repérer des talents, parce que parfois il y avait des grands talents, mais qui n'étaient pas mis en valeur. Donc il fallait repérer les talents, les promouvoir, essayer de mettre en avant des nouvelles techniques, faire appel à la créativité de cette équipe, et puis après, essayer de se focuser, d'être focus sur notre mission qui est d'être au service du chef de l'État. C'est-à-dire, du côté de la presse, reporter les activités du chef de l'État, dire ce que le chef de l'État fait, dire ce qu'il va faire et ce qu'il a déjà réalisé, et le répandre, je veux dire, au plus grand nombre, que tous les Congolais puissent le savoir, mais bien sûr au pays, mais aussi à l'étranger. Et puis d'un autre côté, du côté de la communication, c'est quelque chose de plus subtil, c'est une stratégie de communication, c'est travailler sur l'image du chef de l'État, c'est travailler sur, par exemple, participer, prendre part à la rédaction aussi des discours du chef de l'État, c'est avoir des entretiens avec le chef de l'État pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il pense et comment nous on peut matérialiser cette pensée en lançant des campagnes de communication, par de l'affichage, des slogans, des émissions et des choses comme ça. Et puis c'était aussi organiser mieux les rapports avec tout ce qui est la galaxie médiatique congolaise. Vous-même, vous en faites partie. Vous êtes un grand média, Jean-Marie. On se connaît depuis des années. Moi, je vous ai connu à l'époque de TV5. J'étais beaucoup plus jeune que maintenant. Oui, absolument. De Télésud, pardon. J'étais beaucoup plus jeune que maintenant. Oui. Et ben justement, donc, il y a des télés, il y a des médias installés au Congo. Il fallait organiser le rapport avec ces médias pour que ces médias gardent leur indépendance, mais bien sûr comprennent le message du chef et qu'on puisse travailler ensemble. Bon, après, passant par là, il y a eu la période du Covid, vous savez, avec toutes les restrictions qui ont pu être menées. Et après, il fallait trouver des moyens, on a trouvé ces moyens, et on avance résolument. Et aujourd'hui, on vient de passer une étape très cruciale, qui est celle justement du 3 novembre, avec cet appel à la mobilisation, cet appel justement du chef de l'État pour dire les Congolais, levons-nous et défendons notre patrie. Je pose cette question parce que sur la communication du président, tout a été dit. Tout a été dit. Et certainement, comme vous dites de la diaspora qui nous suit en ce moment, spécule énormément sur la communication du chef de l'État et que, on a dit, l'équipe précédente, on ne va pas juger personne, mais avait de défaillances, il y avait un certain nombre de choses qui ne se faisaient pas, etc. Aujourd'hui, tel que vous le présentez, c'est avec une certaine cohérence dans la manière de faire des choses. Question. Est-ce que les moyens, vous les avez maintenant? Est-ce que la synergie, vous l'avez maintenant? Est-ce qu'avec lui, vous avez des entretiens fréquents, des éléments de langage et surtout de ce qu'on appelle des orientations qui vous permettent d'avoir une visibilité sur le long terme? Je commencerai par la fin de votre question. Oui. Des entretiens avec le chef de l'État, j'en ai bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est lui mon chef. Je sers le chef de l'État, qui incarne la présidence. Je sers à la fois une institution, mais je sers surtout l'homme qui incarne cette institution. On a des entretiens, il me donne des instructions, et j'essaye, moi, de par mon savoir, de par la façon dont je comprends la communication, de matérialiser sa vision, de matérialiser ce qu'il veut, comment il veut s'exprimer. Mais on a une chance immense, c'est qu'on a un président qui est à l'écoute. Un président il écoute, Félix Tshisekedi ? Il écoute.
vous le connaissez aussi. Bien sûr. Donc vous savez que c'est un homme d'écoute, c'est un homme qui aime être convaincu. Donc si Il vous faut le venez convaincre. avec un conseil, Oui. il faut convaincre, il faut avoir des arguments solides. Parce que sinon, il ne va pas adhérer. Mais en même temps, d'un autre côté, lui aussi vous donne des arguments solides. Parce que en tant que conseiller, si je peux dire, du chef de l'État, quand il y a quelque chose qui doit être fait, je peux dire, oui, mais Excellence, peut-être que là, on pourrait faire comme ça. Il me demande pourquoi. J'argumente, soit il dit, c'est vrai ce que tu dis, ça peut être intéressant, ou alors il dit, non, non, on fait comme ça. Et alors là, une fois que c'est décidé, on agit. On agit, même si on peut se dire, non, on a des doutes, on agit parce que c'est le chef qui donne l'instruction. Et on a aussi la chance d'avoir un chef de l'État qui a une qualité immense, que parfois l'opinion publique congolaise ne comprend pas. Laquelle? Il est sincère. Il est sincère. pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Dans ce qu'il dit, il y a une dose de sincérité. Il y a essentiellement une dose de sincérité. Vous le savez très bien, Jean-Marie. Parfois, dans l'opinion publique ici, il y a des débats, on dit oui, mais le chef n'aurait pas dû dire ça et tout. Oui, mais non, c'est ce qu'on dit. le chef On dit, mais si Ering Guindou est là, pourquoi il a laissé faire dire ça? Pourquoi il a pu laisser le chef dire ça? Le chef est un homme sincère et sa sincérité, c'est un atout. C'est une qualité. Et cette qualité, il ne faut pas, je veux dire, l'étouffer. Le chef, il est comme ça, il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Et c'est pour ça qu'on est là, pour l'accompagner. Et on l'accompagne dans ce sens-là. Alors après, sur les autres, les volets de votre question, vous avez dit, la cohérence, Oui. elle est là. On l'a construite. Comme je disais, le chantier a avancé à 75%, 75%. Il n'est pas encore achevé, bien sûr. Il y a encore des choses à faire. Je pense qu'on doit encore faire un gros effort sur l'aspect du numérique. Il faut doter les équipes, il faut former les équipes pour être très fort, parce que vous savez que le numérique, c'est le front actuel, la grande bataille. Oui. Et notamment là-dessus, notre paysage, si je puis dire, médiatique congolais, a un phénomène assez particulier, de ce qu'on appelle les communicateurs, par exemple. Ce sont ni des journalistes, ni des... je veux dire... Vous les gérez comment? ce sont des influenceurs. Vous les gérez comment? On se parle Il y a déjà. toute une galaxie de communicateurs. On se parle déjà. Il y en a qui s'autoproclament même communicateurs chez les chefs de l'État. On se parle. Avec C'est beaucoup déjà... d'exubérance quelquefois. On se parle, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que moi, je reconnais leur apport. Je sais qu'ils ont un apport dans l'influence des médias. Vous voyez? Et je les ai reçus, un certain nombre d'entre eux, pas tous bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Il faut établir des critères de sélection pour savoir qui est réellement communicateur, qui a réellement de l'influence. Des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs. Et après, on peut travailler de façon complémentaire. Parce que nous, on est une communication institutionnelle. Eux, ils ont la liberté de parole. Et parfois, ils peuvent prolonger ou aller plus loin que ce que nous, on peut dire. Mais toujours dans le même but, c'est servir le chef de l'État. Et c'est pour ça qu'on Alors, travaille Ering ensemble. Guindou, contrairement à ce qu'on appelle le profil chinois, profil congolais, vous avez grandi à Bruxelles, enfin en Europe. Mais je suis né et j'ai grandi à Kinshasa. Oui, on le sait. D'accord. On le sait. Mais évoluant beaucoup là-bas. Après, oui, je suis parti faire l'université et j'ai Oui. travaillé essentiellement en Occident. Comment vous affichez une certaine sobriété, plutôt introvertie, moins exubérant, dans un environnement qu'on dit bling-bling? C'est une discipline personnelle ou c'est parce que vous voulez afficher autre chose? Je pense que d'abord, c'est un caractère personnel. Je ne suis pas quelqu'un d'exubérant en public. En intimité avec mes amis, oui, on peut blaguer, on peut rigoler, mais en public, ce n'est pas le but de montrer son exubérance en public. La deuxième chose, c'est que j'ai une profonde conscience de la mission que j'ai, la mission que le chef d'État nous a donnée, et aussi du momentum que l'on a pour notre pays. Vous savez, j'ai eu la chance, si je peux dire, en travaillant notamment à Vox Africa, de voyager dans au moins 25 pays africains. Et j'ai vu qu'il y a d'autres pays africains, moins riches que le Congo, plus petits que le Congo, mais qui ont fait des pas de géants. La dernière date de pays où j'ai travaillé pendant 3 ans, c'était le Maroc. Le Sénégal, je connais très bien. La Côte d'Ivoire, je connais très bien le Bénin aussi. Des pays qui ont fait des pas de géants. Et notre pays, malheureusement, n'a pas fait des pas de géants. Pourquoi? Notamment, on en parlera bien sûr, à cause des problèmes sécuritaires, mais aussi notamment, sans doute parce que l'élite congolaise a d'une certaine façon pas pris conscience de son rôle historique. C'est-à-dire son rôle historique de modèle. Il y a de comme vous dites. l'inconscience? Je ne dirais pas de l'inconscience, je ne suis pas là pour juger les gens. Qui suis-je pour juger les gens? Simplement, je veux dire, il faut qu'on prenne tous conscience. Parce qu'on peut se considérer comme des gens de l'élite. C'est-à-dire que nous, avoir accès au chef de l'État, c'est un privilège, c'est un honneur. Vous voyez, de ce point de vue-là, quand on a ce privilège-là, on doit être conscient de ce qu'on fait et il faut une certaine forme d'exemplarité.
Voilà pourquoi on évite l'exubérance. Je veux qu'on regarde ensemble un peu l'état des lieux de ce qui se présente aujourd'hui comme situation dans notre pays. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai invité, parce que il faut à un moment donné faire parler les gens qui ont la signature. Et juste après, on commence justement à décortiquer. Parce que c'est très très important. Il y a à peine quelques jours, d'abord le président avait parlé aux Nations Unies, disant exactement la même chose. Il est revenu ici, et là il y a quelques jours, il a parlé encore plus fort que cela. Mais on a l'impression que ça patine. On a l'impression que soit les gens qui se disent ces supports, ben c'est le calme des cathédrales, c'est le silence, on ne comprend pas. Les gens sont plus enclins à revendiquer des postes et de l'argent, et au lieu de défendre et les pays et les pouvoirs, se fait le contraire. État des lieux. La guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. C'était un discours très attendu par les Congolais, acculés par l'agression rwandaise depuis plusieurs mois. Une situation qui en a fait voir de toutes les couleurs, épisode après épisode, à l'opinion. Sur un ton ferme, comme cela a souvent été le cas ces derniers mois, Félix Tshisekedi, adepte de la résolution des conflits par la diplomatie, a semblé emprunter une autre voie. En des termes à peine voilés, le président de la République a évoqué la guerre, s'il le fallait, pour que son pays vive en paix. Seulement, il a insisté sur un nouvel élément, une arme qu'aucun fabricant ne saurait lui vendre, embargo ou pas, l'unité des Congolais. Félix Tshisekedi a appelé à une mobilisation générale des Congolais d'abord, au moment où le pays recourt également à une aide des partenaires extérieurs, comme le Kenya, pour combattre l'ennemi. Comme il fallait s'y attendre, sa démarche a été soutenue par ses différents lieutenants de l'Union sacrée, ou du moins une partie, qui sont montés au créneau avec une déclaration de soutien à Félix Tshisekedi et aux forces armées de la République engagées au front. Une partie de l'Union sacrée parce que un des poids lourds de cette coalition est devenu au fur et à mesure silencieux malgré sa participation active au gouvernement. Moïse Katumbi menaçait de temps à autre de voir sa candidature à la présidentielle annulée pour une question de nationalité et sur ses gardes depuis un moment. Et même cette question d'intérêt national ne semble pas le secouer. L'autre grand leader que l'opinion aurait été curieux d'entendre en ce genre de circonstances, c'est bien Joseph Kabila, autorité morale de l'ancienne mastodonte FCC, vidée d'une très grande partie de ses cadres avec le vent Union sacrée. Lui, qui est déjà venu à bout des M23 en 2013, aurait pu prodiguer des conseils comme il l'avait promis avant son départ, mais il est resté également silencieux, lui ainsi que ses lieutenants. L'aile plus dure de l'opposition, Martin Fayulu, lui, continue de réclamer la vérité des urnes. Pour lui, la situation sécuritaire résulte d'une fraude électorale depuis 2018. Un discours pas très bien accueilli, y compris dans le dernier carré de la coalition Lamuka, qu'il ne partage plus qu'avec Adolphe Muzito. Félix Tshisekedi a-t-il suffisamment nettoyé sa cour avant d'affronter un ennemi qui s'est peut-être préparé toute sa vie pour ce combat? Une question qui vaut son pesant d'or, vu les enjeux. Quelques questions directes. Quand le président de la République parle de taire nos différences, qu'est-ce que ça veut dire en langage clair? Plus d'opposition, plus de majorité, plus de société civile, plus de calculs, notamment pour les élections 2023, plus d'arrestations, plus d'humiliation, plus... Ça veut dire quoi, taire les différences? C'est clair, Jean-Marie. Ça veut dire on met entre parenthèses nos différences. Pour un moment grave. Vous avez vu le ton du président. Il a incarné la gravité. Moi qui étais avec d'autres à ses côtés au moment où il a prononcé cette allocution, oui. Il a incarné physiquement la gravité parce que lui, il a conscience que c'est un moment fort, un moment crucial. On est à un tournant de notre histoire. Et à des moments comme ça, je veux dire, on n'est pas là pour négocier, on n'est pas là pour, faire des calculs politiciens. Je veux dire, il faut prendre de la hauteur. D'ailleurs, on m'a posé la question, et sans doute vous allez me la poser aussi, pourquoi le chef de l'État n'a pas annoncé des consultations? Oui, par exemple. Pourquoi pas? Mais parce que, au moment où il prend la parole, au moment où il appelle le peuple, il se conduit en chef de l'État, en commandant suprême
des forces armées et de la police nationale, à ce moment-là, il s'adresse à tout Congolais, à la conscience de chaque Congolais. Aussi bien ses partisans que ses opposants, aussi bien les militants de son parti que ceux des autres partis. Aussi bien, je veux dire, ceux qui partagent son opinion que ceux qui ne la partagent pas. Aussi bien ceux qui l'aiment que ceux qui le détestent. Il s'adresse à tous les Congolais. Pourquoi il ne s'est pas excusez-moi, habillé en... Vous allez continuer. Oui. Pourquoi il ne s'est pas habillé en tenue militaire en tant que commandant suprême? Bon, parce qu'il y aura d'autres occasions où il s'habillera en tenue militaire. Je veux dire, ne restons pas sur les détails. Je veux dire, au moment opportun, il s'habillera en tenue militaire. Ne vous en faites pas. Il est commandant suprême de par la Constitution. Donc il l'est. L'habit ne fait pas le moine, on dit. Hein. Donc il l'est. Il n'y a pas besoin. La symbolique aussi importante. Hein. La symbolique, elle joue. Vous avez raison. On parle de communication. Eh bien, moment venu, vous verrez, le président portera la tenue qu'il faut. Mais ne restons pas sur ces petits détails. J'ai vu beaucoup de différences. Les terres des différences. Justement, taire les différences, c'était ça ce que je suis en train de vous dire, Jean-Marie. Oui. C'est-à-dire, à ce moment-là, on met en suspens nos différences parce qu'il y a quelque chose qui dépasse ces différences. C'est la patrie qui est agressée, et donc la défense de la patrie, notre mère patrie. C'est ce qu'il faut faire à ce moment-là. Donc de ce point de vue, excusez-moi Jean-Marie, c'est-à-dire, le temps viendra. Il est le père de la nation, il est le garant des institutions. Donc il a, comme on dit, la primeur de l'initiative. S'il a envie de rencontrer les partis politiques, les leaders d'opinion, les leaders religieux, il le fera en temps utile. Mais au moment où il prononce ce discours, ce n'est pas ça qu'il faut faire, parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait fait dès le lendemain? On aurait dit, négocier. On connaît notre culture politique au Congo, hein. On aurait dit négociation, dialogue, partage du pouvoir, et ce n'était pas ça. Et c'est pour ça que je dis, le président a eu justement ce courage et cette hauteur d'esprit pour pouvoir s'adresser directement à chaque Congolais. Et tous ceux que vous avez montrés dans ce bon reportage, justement, ce bon résumé, qui sont des leaders d'opinion, qui sont des présidents de partis politiques, il a parlé à leur conscience, à eux, aujourd'hui, de répondre. Parce qu'ils répondent devant la nation et devant l'histoire. Quand le chef de l'État fait un tel appel, M. X ou M. Y, qui est d'un parti politique, allié ou opposant, c'est à lui de répondre. Il y en a un qui l'a fait. Il faut les interpeller, Jean-Marie. Il y en a un qui a fait aujourd'hui, justement. L'ancien Premier ministre, Matata Mponyo, a sorti une tribune très importante aujourd'hui en appelant au soutien des FARDC, à la défense de notre pays. Est-ce que d'une manière beaucoup plus pratique, le président Tshisekedi va pouvoir recevoir physiquement ou même faire la démarche d'aller rencontrer ses compatriotes leaders d'opinion, ou bien il va attendre qu'eux, ils viennent à lui? Le chef de l'État, je ne suis pas dans sa tête d'abord, ok, même si je suis un de ses conseillers, un de ses nombreux conseillers, mais pas le plus proche, non, un de ses conseillers. Si, Dieu la communication. Il n'y en a pas deux, hein. D'accord, ok. Oui. De ce point de vue-là, je suis d'accord. Oui. Mais, je veux dire, il a la primeur de l'initiative. C'est-à-dire, au moment où il jugera utile de rencontrer ces personnes, il le fera. Maintenant, si ces personnes prennent l'initiative... Madame Tampagna l'a fait aujourd'hui. Eh bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais il faut dire, je réponds oui à l'appel du chef de l'État, mais ne pas ajouter un « mais », comme certains font. Vous voulez pas les... Oui, mais... Pourquoi faire un « mais » à cette heure-ci? Au moment où le pays est en danger, pourquoi faire un « mais » ? Les « mais », on les a fait avant. Mais ceci, et la critique, elle est bonne. Je veux dire, on est dans un pays démocratique. Le débat démocratique, l'ajout démocratique, elle est bonne. Mais à ce moment-ci précis, où notre pays est agressé, où une petite portion de notre territoire est occupée par des terroristes, on doit tous s'unir et on doit tous avoir qu'un seul objectif, bouter ces agresseurs hors du territoire national. Est-ce que le support du président Tshisekedi comprennent ces discours de taire des différences, d'éviter des provocations et parfois une certaine arrogance? Est-ce qu'ils ont compris ça? Ils doivent le comprendre. Les militants, les supports, tous ces, on va dire les zélés, on les appelle comme ça. Ils doivent le comprendre, parce que le discours du président est clair. Le discours du président est clair. Vous pouvez l'écouter, le traduire dans toutes les langues nationales. C'est qui a attaqué Fayoulou, par exemple? Oui, mais le discours est clair. Donc on l'a compris comme tel. Il a appelé tout le monde. Il n'a pas commencé à dire « non, je n'appelle que les militants de mon parti ». Non, tout Congolais aujourd'hui est concerné par l'agression qui touche notre pays. Donc de ce point de vue-là, si certains, peut-être parmi ces militants, comme vous dites, vous avez des informations là-dessus sans doute, ne le comprennent pas, eh bien c'est alors à leurs dirigeants, aux chefs de parti, il faut le rappeler. Oui. Il faut faire un travail de conscientisation. Vous me permettez de le faire ce soir, d'autres le feront aussi, et on le fera de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit tous unis pour défendre le pays. Sinon, notre désunion
nos disputes, nos querelles, ça nous affaiblit face aux agresseurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous connaissez le Rwanda, vous connaissez l'Ouganda, la Tanzanie, parce que, on l'a dit, journaliste d'abord. Sur la place de Bruxelles, c'est rwandais, c'est... Hein, J'ai pour la guerre. En tant que journaliste, j'ai déjà visité ces pays. Absolument. Alors, question. Et maintenant, on fait quoi? Que le président a parlé. On fait quoi, concrètement? On se mobilise, Jean-Marie. On se mobilise de... Il y a 4 mobilisations que le président nous a appelés à faire. Une mobilisation d'abord humanitaire envers nos frères et nos sœurs de l'Est qui souffrent, qui aujourd'hui sont jetés dans la rue à cause de cette agression. Près de 200 000. Mais les chiffres peuvent augmenter tant que la situation se détériore au point de vue sécuritaire. Humanitaire. Le gouvernement a envoyé une délégation pour essayer d'organiser tout ça. On a mis le ministre de la Défense. Absolument, oui. Pour essayer d'apporter le secours de l'institution du gouvernement. Mais nous, les citoyens, nous pouvons aussi nous organiser. Faisons des collectes, donnons un peu d'argent pour aider nos frères. Mobilisation humanitaire. Deuxième mobilisation, mobilisation militaire. Il a salué le travail des forces armées. Il a demandé que le chef d'état-major général des armées accélère la création des centres de recrutement. Déjà, j'entendais, hier, il y avait le porte-parole de l'armée, le général Ekenge, qui faisait un briefing avec le ministre Mouyaya. Et qu'est-ce qu'il disait? Déjà 2000 personnes à Kinshasa. 2000 nouvelles recrues. 2000, voilà, candidats. Oui. Candidats se sont présentés. À l'Est, à Goma, à Kinshasa et ailleurs. Et il faut que ça monte crescendo, ça. Voilà. Militaire. Troisième, est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on a les moyens sur le plan militaire, les moyens de notre politique? On a vu aujourd'hui à Goma des chasseurs en train de terroriser un tout petit peu non, pas terroriser, ils ne terrorisent pas notre population. Pas notre population. Le message était pour les autres. En face, avec Kiseni. Donc on peut aller larguer quelques dégâts sur Rutshuru, Rumangabo, etc. Le Congo est prêt. L'appel à la mobilisation, c'est pour dire on est prêt. La préparation, ça se fait. Vous savez, la guerre, c'est plus comme à l'époque des chevaliers. Hein. On ne dit pas non, on va déclarer la guerre et on prend un terrain, Waterloo. C'est un message, l'envoi de ces avions. Un message au Rwanda. Vous êtes un communicant. Vous savez très bien. Tout est message. C'est un message. En tout cas, si on les a vus et que l'info est passée, le message est passé. Et le message a été destiné. Ils s'attendent à tout moment à quelques drones, à quelques missiles, à quelques bombes. Je ne suis pas militaire. Je ne connais pas les plans de notre armée. Et d'ailleurs, même si je le connaissais, je n'aurais pas le droit de le dévoiler sur un plateau de télévision. Voilà. Donc, les militaires le feront. Oui. Mais en tout cas, sachez que notre armée est en train de se mettre en ordre de bataille. Elle est déjà prête. Jeune Afrique a publié cette semaine, RFI d'ailleurs, 100 millions de dollars, d'après le ministre des Finances, mis à disposition. Confirmation? Je ne peux pas confirmer ça, comme je vous ai dit. Ce sont des choses que d'ailleurs, je pense qu'il faut taire. On le fait et on voit les résultats. Mais il ne faut pas mettre ce débat sur la place publique. Pas de proclamation. Pas de proclamation. On ne doit même pas dire quel est notre armement. Notre armement frappera le moment venu sur le terrain militaire, sur le terrain de conflit. Donc, je continue ce que je disais, si vous permettez. Troisièmement, mobilisation citoyenne, si je puis dire. Quand le chef de l'État dit « j'appelle tout le monde, les jeunes en particulier, à créer des groupes de vigilance ». Et il le dit d'ailleurs, si vous voyez bien l'économie de son texte, de son allocution, il le dit après, il lance un avertissement aux traîtres. Hein? Vous savez, il y a un nom de traîtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit tous être vigilants. Ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux, regarder, apporter un appui. On doit dénoncer les traîtres? Il faut en tout cas, si on les voit, si on voit des comportements bizarres, des comportements qu'on peut soupçonner, il faut le dire aux forces de sécurité et de défense. Il ne faut pas faire, comme on dit, l'autodéfense. Il ne faut pas faire la justice soi-même. Ça, non. Parce qu'il y a des lois dans ce pays. Pas de délation non plus. Pas de délation, mais en tout cas, on le dit aux forces de sécurité. Si je vois dans mon voisinage un comportement qui me semble louche, je dis à la police... Des faux fous. Voilà, je dis à la police et la police le fera. Parce qu'il y a des professionnels. Et justement, avec le président Tshisekedi, on a professionnalisé ces services de sécurité pour qu'ils protègent la population. Ils sont là, ils savent comment faire les enquêtes et pouvoir dénicher justement ces soldats de la 25e colonne qui sont là parmi nous et qui peut-être sont en train d'avoir des plans, je veux dire, mauvais pour nous. Et parfois même dans chaque corps de métier. Il n'y a pas seulement chez les militaires. Il y a dans le suivi du renseignement, il y a même dans la presse,
Il y en a même dans l'administration Soyons vigilants. qui livrent les On informations. nous appelle à la vigilance, justement. Soyons vigilants. Mais, j'insiste bien, ça ne veut pas dire qu'on doit faire l'autojustice nous-mêmes. Il y a des professionnels pour ça. D'accord? Appel à la vigilance. Dernier appel aussi donc, pour dire qu'il faut se recruter. Donc. Il faut faire la vigilance et en même temps, il faut aider. Il faut aller dans l'armée. C'est ça les appels que le chef d'État a lancés. Donc il faut vraiment qu'on comprenne ce qu'il a dit Qui et qu'on aille. encadrer en quelque sorte l'opinion Oui. pour que ces messages passent et qu'ils soient gérés avec efficacité. Pour faire aussi l'évaluation, les cas échéants. Qui doit encadrer l'opinion? Oui. Je pense qu'il y a le Les gouvernement partis d'abord. politiques. Non, d'abord le gouvernement qui doit D'abord exécuter l'État. Oui. ce que le chef de l'État a dit. Oui. C'est pour ça que l'armée met en place les centres de recrutement, c'est pour ça que l'armée envoie une mission humanitaire, c'est pour ça que l'armée doit donner plus d'argent à l'armée. D'ailleurs, sans citer des chiffres, on l'a dit, c'était le Conseil des ministres de ce vendredi. L'année prochaine, le budget de l'armée va augmenter de 300%. Ça a été dit, vous 300%. lisez le compte-rendu du Conseil 1 des milliard ministres. alors. Je ne cite pas de chiffres, il va augmenter de 300%. Et le budget sera de 14 milliards. Vous allez faire les calculs mathématiques, vous saurez vous-même combien ça fait. C'est Donc, pas du bluff? c'est pas du bluff, c'est établi, ça a été dit par le Premier ministre en Conseil des ministres. Ce sont des projections, et les projections sont bonnes puisque vous savez que les recettes de l'État augmentent Comment plus on va vite faire avec que ce qui était l'embargo? prévu. Comment on va faire avec l'embargo? Parce que on va s'équiper quand on est libre d'acheter et surtout que tout le monde l'autorise à faire. On équipe le Rwanda. J'ai écouté les porte-parole des FARDC. On équipe le Rwanda, on équipe l'Ouganda et les autres. Et nous, on dit qu'il faut qu'on trace nos armes. Comment on va faire? Est-ce que la diplomatie travaille déjà sur ce C'est plan? pour ça, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a deux fronts. Il y a d'abord le front de l'aide des moyens, on met les moyens, et puis il y a le front diplomatique. C'est-à-dire qu'on fait pression, on crée des coalitions, et on cherche des alliés un peu à gauche, à droite, au sein du Conseil de sécurité pour faire pression, pour qu'on lève justement ce verrou-là de la traçabilité, pour qu'on donne au Congo les moyens de pouvoir se défendre. On ne demande pas la charité, on veut simplement que l'on puisse exercer notre droit de défense. C'est un droit reconnu universellement à chaque nation. Quand elle est agressée, il faut se défendre. C'est un devoir pour nous, mais c'est un droit au point de vue universel. Et c'est pour ça qu'on va le faire. Et on fera pression. Et vous en faites pas, on pourra équiper notre armée. Et d'ailleurs, ça monte en puissance. Il y a une loi de programmation militaire qui fait que l'armée est en train de monter en puissance. Il y a des réformes dans l'armée qui sont mises en place. On change certains officiers. On est en train de remettre l'armée sur pied. Et vous verrez que ça ira bien. Ce Premier ministre, il a conscience de cet impératif de gagner cette guerre face au Rwanda. Et bien sûr, il est à la place qu'il est. Bien sûr qu'il est à la place qu'il est. Il fait le travail. Il fait le job. Le président l'a nommé là. Le président, il a la confiance du président. Donc il fait le job. Pourquoi commencer à vouloir chercher, comme on dit, des poux dans la tête des gens? Il fait le job. Vous avez le droit d'avoir votre critique, bien sûr. Vous êtes un On dit très journaliste. souvent, Bossama, il est effacé, il ne veut pas déranger le président, il est plus ingénieur et économiste que leader charismatique qui peut enranger la foule, etc. Le profil qu'il affiche est sur le meilleur? Mais si vous dites que vous parlez d'un profil plutôt technocrate, Oui. ce C'est le profil-là... terme, je n'ai pas voulu utiliser le terme. Non, mais ce n'est pas une insulte, être un technocrate. Oui. Au C'est contraire. plus technocrate que, Oui. qu'on va dire, un leader populiste et qui peut haranguer Si la foule. il était technocrate avant qu'on le choisisse, n'est-ce pas? Oui, absolument. Donc on l'a choisi parce qu'il était technocrate. Donc le chef de l'État, quand il pense son gouvernement et qu'il prend son excellence Samalou Kondé, c'est parce qu'il veut un tel profil, il veut quelqu'un qui mette de l'ordre dans les affaires de l'État. Et on voit que les affaires de l'État vont mieux. Les recettes augmentent, la gouvernance va mieux, les dépenses de l'État vont diminuer parce qu'on va numériser de plus en plus des pratiques de l'État. L'une des questions que j'ai reçues vous concernant, c'est ça. C'est quoi? Est-ce qu'il peut nous expliquer les dépassements budgétaires, le train de vie de l'État, enfin des institutions exorbitantes, etc., par rapport à ses besoins en guerre, à ses besoins en équipement, ses besoins en solde militaire dont on a besoin? Enfin, dont nos forces de service. Le train de vie de l'État, c'est un héritage. Pourquoi? Parce que dans notre pays, depuis toujours, ça ne date pas de ce régime. Vous le savez très bien, Jean-Marie. Vous observez la vie politique du Congo depuis très longtemps. Vous étiez dans le cambouis, si je dis, depuis plus longtemps que moi. Vous savez, il y a des grosses institutions qui coûtent cher. Mais ce qu'il faut comprendre... Dans le Parlement. Je n'accuse personne, je ne jette la pierre à personne. Oui. Ce n'est pas mon rôle. Oui. Mais quand on augmente les recettes de l'État, quand on passe de 4 milliards
de budget de l'État à 14 milliards, vous comprenez bien qu'on a plus de marge de manœuvre. Donc l'effort a été fait. Avant de distribuer, il faut d'abord augmenter les recettes. Il faut d'abord augmenter la caisse. La caisse, aujourd'hui, elle augmente. Elle va atteindre un certain niveau où le Congo pourra faire des véritables, je veux dire, dépenses d'investissement. Et c'est ça qui va faire monter le pays, le faire atteindre un degré vraiment de développement où il y aura un cercle vertueux qui ne nous fera plus jamais revenir en arrière. Parce qu'aujourd'hui, avec 14 milliards l'année prochaine, si on continue sur la même tendance, peut-être dans 3-4 ans, on atteindra 20 milliards, 25 milliards. Et là, alors, ce budget sera dimensionné à la taille du pays et on pourra réellement gérer ce pays. On peut féliciter le Premier ministre, puisque c'est sous son gouvernement que ces efforts ont été conduits. Il ne l'a pas fait seul, bien sûr. C'est toute une équipe. Et sous la vision du chef de l'État. Donc, il le fait. Voilà pourquoi il est là. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il a fait le job. Revenons à cet appel du président Tshisekedi. Comment il va emballer, notamment la diaspora, qui a toujours combattu, en quelque sorte, ces Rwandais et les suppôts, les multinationales, etc. C'est quoi le mode opératoire? Les diplomates vont faire le travail, il y aura des émissaires qui vont faire le tour du monde. Vous-même, à titre personnel, en tant que... C'est ce que j'allais dire. Les diplomates font leur boulot, c'est leur job. Ils parlent, je veux dire, dans les pays où ils sont, ils font un travail de lobbying, d'advocacy pour faire entendre la cause du Congo. Le président lui-même, il a pris son bâton de pèlerin, il a voyagé, il a rencontré des leaders d'autres pays pour faire entendre la cause du Congo. Parce que jusqu'à présent, on n'entendait qu'un seul son de cloche dans cette crise à l'Est. C'était quoi? C'était le Rwanda, c'est un pays organisé, ils ont subi le génocide, le Congo est en collusion avec les FDLR, et en plus de ça, on discrimine la minorité rwandophone. C'est faux. C'est faux, faux, archi faux. En quoi c'est faux? Mais c'est faux. Parlons-en clairement. Jean-Marie, est-ce que vous avez des preuves de collusion entre notre armée et les FDLR? Personnellement, non. Eh bien, on n'en a pas. À chaque fois que le président a été dans des conclaves internationaux et qu'on lui a sorti cet argument, il a dit « montrez-nous les preuves ». Et il n'y en a pas. Et il l'a même dit lui-même, ouvertement, urbi et torbi, comme je vais dire. Il est sincère, il dit les choses telles qu'elles sont. Il l'a dit pendant tout son régime, là. Il y a eu 2 opérations. D'ailleurs, organisées avec le Rwanda, où on a refoulé des centaines de FDLR. Donc aujourd'hui, les FDLR ne représentent pas une menace existentielle pour le Rwanda. Est-ce qu'il y a un pouce de territoire du Rwanda qui est occupé par les FDLR? Pas du tout. Donc c'est un argument fallacieux. C'est une fausse cause. Autre cause, la discrimination, soi-disant, des Congolais rwandophones. Les Tutsis ou les rwandophones. Ce n'est pas vrai. Nous vivons au Congo, vous le savez. On n'est pas un pays, chaque prise de parole, un pays raciste. On n'est pas un pays raciste, on n'est pas un pays d'idéologie génocidaire. Le président l'a rappelé à chaque fois. C'est le président qui a eu le courage de dire, à Londres, je pense, la première fois, les Banyamulenge sont Congolais, sont nos frères. Oui. Vous savez très bien. Alors, même dans son propre temps, ça n'a parfois pas été bien reçu, mais il l'a dit parce qu'il le pense et il sait que c'est vrai. On doit vivre tous ensemble. Au Congo, il n'y a pas d'ethnie majoritaire. On est tous minoritaires. Moi, de l'ethnie où je viens, la vôtre, on est tous minoritaires et on est obligé de cohabiter ensemble. S'il y a des problèmes, on les règle par le dialogue. Il y a des Bakongo qui sont à la frontière avec l'Angola, le Congo-Brazzaville. Mais il n'y a pas de problème. Parfois, il y a eu des problèmes. Il y a les Babembe du côté de la Zambie. Absolument. Mais il y a des routes avec l'Angola aussi. Est-ce qu'ils ont pris les armes? Non. Ben non. Donc ceux qui, pas tous d'ailleurs, ceux qui, parmi les rwandophones, ont pris les armes du côté de l'Est, ils ont tort. Ils doivent revenir. C'est pour ça, justement, et on y viendra, je suppose, processus de Nairobi, feuille de route de Luanda. Il y a 2, et elles sont en coordination toutes les 2. Justement parce pour qu'on puisse trouver la paix et la sécurité au Congo. Il y a j'ai vu un communiqué aujourd'hui, signé par les 3 ministres des Affaires étrangères. Absolument. Du Rwanda, de chez nous et notre VPM Lutundula était présent. Alors, on est en guerre ou on n'est pas en guerre? Comment on va signer des papiers avec les Rwandais quand on sait que leurs troupes sont chez nous, ils occupent Bunagana, ils occupent Rutshuru, et que nos compatriotes sont en bourse, et puis nous, on va se retrouver à Luanda avec eux en train de signer les papiers. On est en conflit contre le M23 qui est le supplétif du Rwanda. C'est clair? Voilà. Maintenant, même quand on est en conflit avec le M23 qui sont les supplétifs du Rwanda et qu'on le dit urbi et torbi, comme on dirait, c'est-à-dire à la face du monde, que le M23 n'existerait pas sans l'aide du Rwanda, que le Rwanda apporte une aide logistique et en hommes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu cette information, la MONUSCO a remis un officier des RDF
aux forces armées. C'est écrit d'ailleurs dans ce communiqué. Donc les preuves, elles sont là, les preuves, elles sont avérées. Mais malgré tout, il faut continuer à discuter. Même quand les pays sont en guerre, même quand les pays sont en conflit, on continue à discuter. Donc quand le VPM, Lutundula, ministre des Affaires étrangères, va à Luanda, parce que le président João Lourenço, président de l'Angola, a été institué, si vous voulez, choisi comme médiateur, non seulement par la CIRGL qu'il préside actuellement, la conférence internationale des pays des Grands Lacs, auquel le Congo et le Rwanda participent, donc sont membres, mais aussi par l'UA, l'Union africaine, pour essayer de jouer le médiateur pour une désescalade entre nos deux pays. Oui. Et alors on a tracé une feuille de route. Cette feuille de route, elle comprend plusieurs volets. Pour résumer, c'est quoi? C'est-à-dire, on essaye de restaurer de la confiance. C'est pour ça qu'un des points forts, c'est quoi? C'est mettre en place ce mécanisme conjoint de vérification, qui sera dirigé par un général angolais, qui a été reçu par le président récemment. On attend d'ailleurs Lutundula, le ministre Lutundula. On a des images. On attend que le Rwanda nomme ses officiers pour que ce mécanisme entre en action. Pour qu'on puisse vérifier effectivement qui sont venus, qui a traversé la frontière, où, quand, comment, et pour faire quoi. Il y avait un mécanisme qui existe comme ça depuis? Mais bien sûr. Mais le Rwanda ne l'a jamais respecté. Mais c'est pour ça. On essaye de le restaurer. On a des images, le problème avec le Rwanda, on a des images de drones. Absolument. La MONUSCO a ces images. Absolument. Nous sommes bien informés. On a ces images, on voit bien les troupes rwandaises traverser, venir sur notre territoire, commettre des exactions, et puis repartir. On a des preuves, des bottes, des tenues, de toutes preuves. Comment voulez-vous remettre encore en place un mécanisme de vérification avec les gens qui sont en duplicité constante? Mais parce que justement, il faut les amener à la table. Dos au mur, voilà. Il faut les amener devant leurs mensonges et devant leur duplicité et avoir comme témoin, comme on dit, un tiers de confiance. Ce tiers de confiance-là, c'est Luanda, c'est l'Angola. L'Angola est là et on montre les choses et on doit le faire. Récemment, le président, il l'a dit sur la BBC, vous avez suivi cette interview. Quand on lui a dit, oui, mais le Rwanda nie le soutien au M23, il a dit, en tout cas, quand on est face à face, même récemment avec le président Macron, avec les autres, le président Kagame n'a pas ce discours aussi radical. Donc de ce point de vue-là, je veux dire, on doit les amener à le reconnaître et à changer d'attitude. Le problème du Rwanda, c'est un problème d'insincérité. Ils ne sont pas sincères dans ce qu'ils disent. Parce que d'un côté, ils financent, ils équipent le M23, et de l'autre côté, ils disent non, non, le M23, c'est un problème congolo-congolais. Et vous comprenez même la contradiction là. Si c'est un problème congolo-congolais... de sa communication l'a dit. Hein. Pourquoi, si c'est un problème congolo-congolais, pourquoi le Rwanda doit s'en mêler? Il dit les Congolais s'agitent, on n'a rien à voir là-dedans. Mais pourquoi il doit s'en mêler si c'est un problème congolo-congolais? Parce qu'en même temps, il signe un communiqué, le fameux monsieur, pour dire « Oui, mais le Congo attaque le M23 ». Mais en quoi? Si on revient au processus... Donc ils s'accusent eux-mêmes. Bien sûr. Une déduction logique nous aboutit à ça. Il y a une contradiction. Vous avez beaucoup de succès ce soir. Il y a, on vous appelle de partout. Jacques Samuel, professeur à l'université Marie-Ngouabi à Brazzaville, qui dit félicitations à M. Eric pour sa prestation. Dites-lui qu'il est important en ce moment de créer la cohésion nationale à l'intérieur. Il faut éviter la démarche comme si c'était un combat des Kassaïens. On l'a dit ici, ce n'est un combat ni de Kassaya, ni de Bakongo, ni de... notre pouvoir, c'est un combat de Congolais. Ah donc, on fait notre combat pour protéger notre frère Kassaya. C'est un combat de Congolais. L'heure est grave. Le pays est en danger. Est-ce qu'on peut le comprendre? On est entre Congolais. Oui. Aujourd'hui, vous ne m'entendrez pas, et je ne le fais jamais d'ailleurs, critiquer un Congolais. Même ceux qui me critiquent, je veux parler avec eux. Pourquoi? Parce qu'on doit s'unir. On doit s'unir pour pouvoir être debout face à nos adversaires, face à nos envahisseurs, face à nos agresseurs. Marcel Kimonga, Toronto, Canada. Pourquoi le chef de l'État n'a pas clairement déclaré la guerre au Rwanda? Parce que la diplomatie n'a pas fonctionné. La diplomatie n'a pas encore porté ses fruits. Pourquoi? Parce que, regardons les deux processus diplomatiques. Il faut le regarder de façon assez froide et assez concrète. Le processus de Nairobi, ça veut dire quoi? C'était les groupes armés, on vous appelle à la reddition. Déposez les armes, venez dialoguer, et puis on va vous insérer dans le processus DDRCS, démobilisation, démilitarisation, réinsertion communautaire, je pense, et sociale, si les mots sont exacts. C'était ça, Nairobi. Et en même temps, on avait dit, si vous ne le faites pas, on va créer la force
de la communauté est-africaine D'où les qui Kenyans. viendra vous frapper. D'où les Kenyans. D'où les Kenyans, d'où les Burundais, d'où les Tanzaniens bientôt. Il y a donc les Kenyans, les Burundais sont là et peut-être les Sud-Soudanais qui viendront, mais pas les Rwandais. Le président l'a dit et redit, il n'y Les aura pas Rwandais de ne vont troupes pas se rwandaises. cacher derrière ces gens. Il- Parce qu'on sait que les Ougandais, par exemple, ils se sont toujours cachés. On voit maintenant le fils Museveni qui nous menace tous les jours, qui dit qu'il est solidaire de Tutsi, que son frère, c'est Kagame, etc. Donc, est-ce qu'on Écoutez, je ne n'est vais pas un je- peu je- abusé je ne suis pas là pour répondre au fils Museveni, Oui. mais vous savez que son comportement sur les réseaux sociaux est parfois erratique. Vous voyez l'incident qu'il y a eu entre il a failli y avoir un incident entre l'Ouganda et le Kenya à cause de ces tweets, donc je ne répondrai pas aux tweets Il est un peu agité. du général. Il est un peu agité. Un général un peu Museveni. compliqué. Pascal Kimangindu, qui est à Pretoria, en Afrique du Sud. Mais je voudrais répondre quand même, continuer à ce que beaucoup de Diplomatie. rumeurs, beaucoup de rumeurs, oui, mais pourquoi l'Ouganda? Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Ils sont sincères ou pas? Non, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas d'indice que l'Ouganda soutient le M23. Si on en a, je peux vous dire, Jean-Marie, le président prendra les mêmes mesures qu'il a prises à l'encontre du Rwanda. Chasser l'ambassadeur, des mesures restrictives. Pourquoi on ne le fait et pas tout. avant? On le sait. Mais vous avez des preuves Qui que a laissé, l'Ouganda... mais qui a laissé le M23 entrer par Bunagana? Vous avez des preuves de C'est ça, les Jean-Marie? Ougandais, c'est la frontière avec l'Ouganda. Mais qui vous dit que les autorités ougandaises ont laissé passer? Vous êtes au courant de ça? Vous êtes certain de ça? Mais si l'air armée avait refusé, ça n'est pas passé. On est en opération conjointe avec l'Ouganda pour Oui. l'instant, contre les ADF. Et ça a porté des fruits, parce qu'on a détruit toutes les bases des ADF. Pour l'instant, vous voyez, on n'entend pas trop les On ADF. doit être Voilà, vigilant il- avec les Ougandais. Bien sûr, La- vigilant avec tout le monde. Alors- C'est pour ça que le président a dit, il nous appelle tous à la vigilance. Vigilant avec tout le monde parce que notre sécurité, il n'y a que nous qui pouvons l'assurer, et pas les autres. Il y a Pascal qui vous pose cette question depuis l'Afrique du Sud et même un encouragement d'ailleurs. Il dit la guerre est aussi médiatique. Demandez au président et à son gouvernement de mobiliser suffisamment les médias et les réseaux sociaux pour faire face à cette guerre. Les Rwandais en font autant. Absolument, on va y venir, justement, on devait en parler. Oui. Vous m'aviez dit qu'on en parlait. Oui. D'un point de vue média, le front médiatique, qui me concerne un peu plus, on a déjà créé une task force stratégique entre nous, enfin, c'est-à-dire la cellule de communication, et le ministre Mouyaya, qui Ok. est ministre des médias. Parce que vous savez, lui, il a sous tutelle les médias et tout ça. Cette cellule, cette task force stratégique, on va rencontrer dans les jours qui viennent. Vous d'ailleurs, vous êtes président de l'UNPC, je Ici, crois. qui dit ça, Ici, oui, voilà. absolument. Donc on va rencontrer les organismes, enfin les associations de journalistes, les associations des influenceurs, ce qu'on appelle influenceurs, communicateurs, parce qu'on a besoin de leur aide. Ce sont des influenceurs, c'est-à-dire ils influencent l'opinion, on a besoin de conscientiser les gens. On va le faire, et pas seulement à Kinshasa, parce que Kinshasa n'est pas tout le Congo. On le fera aussi à l'est, là où les choses se passent. On le fera aussi ailleurs. Il y a nos collègues de Oui, Rutshuru on le fera. qui ont quitté, On est qui en train de sont mettre en place. réfugiés à Goma à ce moment d'ailleurs. Absolument. Je les salue. On les salue et on leur témoigne notre solidarité. Oui. Donc on va le faire sur le fond médiatique. Est-ce que le gouvernement, ça, à ton avis, Oui. est-ce qu'il va donner les moyens, ce gouvernement, pour que ces fronts médiatiques, parce que les Rwandais ont créé 2000 comptes, des faux comptes où ils manipulent l'opinion, parfois avec des mensonges, etc. Est-ce que chez nous, on peut aussi faire de l'interventionnisme musclé sur l'Internet? Vous savez, il y a aujourd'hui dans notre pays une prise de conscience, et ça vient d'en haut, ça vient d'abord du président, qu'on doit être prêt sur tous les fronts, notamment ce front. Le président vient de créer récemment l'ADN, l'Agence du développement numérique. Ok. Une agence spéciale, justement, qui va s'activer à développer le numérique. Il y a aussi quelque chose sur la cybercriminalité qui a été créée, Oui. avec les agences de sécurité. Donc, de ce point de vue, les choses sont en place. Maintenant, il faut appliquer, on va l'exécuter. Et quand vous parlez des moyens, moi, je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est d'abord la volonté et la détermination à aller sur ce front médiatique. Et je vous dis que la volonté et la détermination, elle ne nous manque pas, elle est présente. Et les moyens devront suivre. Quand le chef d'État donne une instruction, il n'y a personne qui peut se mettre sur son chemin. À partir- Donc je pense que le gouvernement Oui. exécutera la vision et l'instruction du chef de l'État. À partir de quand Kagame va avoir peur de la RDC? Parce que jusque-là... Je ne suis pas dans sa tête, donc je ne sais pas, peut-être qu'il a déjà peur de la RDC. Ah oui? Peut-être qu'il a déjà peur quand il voit les mobilisations, quand il voit les gens qui vont se recruter. Peut-être qu'il a déjà peur. Peut-être qu'il voit que la RDC a changé. Ce n'est plus la RDC, justement, où quand Un peu timoré, lui il tapait, timoré. un peu timoré, Oui, qui avait oui. peur, où les gens se disputaient entre eux. Non, non. Il voit que la RDC, aujourd'hui, il y a quelqu'un en face de lui qui lui répond, qui lui dit la vérité, qui lui dit les choses.
quelqu'un qui lui a tendu la main, quelqu'un qui est arrivé, qui a osé dire « Kagame est mon frère ». Il fallait avoir ce courage politique. Il fallait avoir ce courage politique. On lui a dit, mais pourquoi aller appeler quelqu'un son frère? C'est lui qui a été malhonnête et souvent fourbe. Jean-Marie, il fallait avoir ce courage politique et le président Tshisekedi l'a eu. Pourquoi? Parce que c'est aussi un panafricain dans l'âme, un panafricain dans l'esprit. C'est-à-dire, il sait que le Congo, avec 9 frontières, ne peut pas être un pays qui vit en autarcie. On doit vivre avec tous nos frères. Et que sans doute le problème, c'est le régime rwandais actuel, mais ce ne sont pas tous les Rwandais. Ce ne sont pas toute la société rwandaise. Donc de ce point de vue, on peut appeler les Rwandais nos frères, mais on leur demande de cesser leur ingérence et leur agression envers le Congo. Après Kagame, on pourrait avoir un président avec lequel on pourrait être en bonne intelligence au Rwanda. Moi, je ne me projette pas. Je ne suis pas Rwandais, donc je veux dire que les Rwandais... Il a travaillé dans la tête des Rwandais pour qu'ils nous fassent la guerre éternellement. Moi, je pense Kagame. Que le président Kagame et l'opinion publique rwandaise, s'il y en a une, doit prendre conscience que asservir le Congo pendant autant d'années, ça insécurise le Rwanda. 20 ans. Ça insécurise le Rwanda. Donc si les hommes politiques, l'élite politique et intellectuelle rwandaise devraient comprendre ça et essayer de distiller aussi dans leur société l'idée de dire qu'on ne peut pas asservir le Congo comme ça. Parce que non seulement le Congo ne se laissera plus faire, mais qu'en plus de ça, on met en péril l'avenir de nos relations avec le Congo. Regardez la taille des deux pays. Vous croyez que vraiment, sur le long terme, on peut continuer à avoir ce déséquilibre où le Congo va subir les agressions du Rwanda sans répondre? Moi, je ne crois pas. Alors, il faut voir l'histoire à moyen et long terme. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui nous suivent là, Sud Kivu, Nord Kivu, et qui manifestent massivement, qui sont très en colère? Parfois, la police stoppe. Ils ont été dire à la MONUSCO, on ne veut pas de cette humiliation. À un moment donné, le gouvernement a dit non, stop. Vous voulez dire quoi? Il faut leur dire d'abord... chez eux ou non, s'énervent? On leur dit d'abord, on est solidaires en tant que compatriotes, en tant que frères, en tant que sœurs. On est solidaires de votre souffrance. On pense à vous. Ce n'est pas parce qu'on est à Kinshasa et qu'on est loin de vous qu'on pense à vous. On fait partie du même pays et on a un destin commun. La première chose qu'on leur dit. La deuxième chose, on leur dit, cette colère qui est légitime, cette colère, il faut la canaliser. Il ne faut pas la diriger vers un mauvais endroit. Par exemple, le chef de l'État l'a dit dans son discours. Regardez comment ils sont. Il ne faut pas ces jeunes gens. Des discours xénophobes. Il ne faut pas s'attaquer à des victimes innocentes, nos frères rwandophones, congolais. Il faut canaliser cette colère. C'est pour ça que cette colère, on la canalise comment? On la canalise, c'est-à-dire on se mobilise, on est vigilant, on va pour ceux qui en ont la vocation et qui en ont les capacités physiques, on va dans les centres de recrutement de l'armée pour prendre les armes et défendre la patrie. C'est-à-dire, oui à la colère, parce que la colère, elle est humaine, mais cette émotion, il faut la canaliser dans des structures établies par l'État pour qu'elle soit efficace au bout du compte. Parce qu'aujourd'hui, si ces jeunes vont comme ça dans la frontière, sans équipement, sans formation, mais ça sera un carnage et ça ne donnera aucun résultat probant. Donc il faut canaliser ça. Oui. On a un État, on est organisé, il faut organiser ça aussi. Nous sommes en direct, cette émission est en live sur tous les supports. Les partis politiques doivent également jouer un rôle. Absolument. On a l'impression que les gens viennent voir Félix Tshisekedi pour être dans l'union sacrée, pour avoir des postes, pour les entreprises, mais que maintenant, effectivement, qu'il faut maintenant défendre à la fois et le pays et le pouvoir, c'est un peu le silence des cathédrales. Mais interpellez-les, Jean-Marie. Vous êtes un grand média, interpellez ces hommes politiques. Tendez-leur votre micro en disant « Mais qu'est-ce que vous faites là? Il y a eu un appel du chef de l'État. » Vous pouvez aimer ou ne pas aimer Tshisekedi, mais c'est le pays qui est en danger. C'est-à-dire, on peut prendre quand même conscience que l'heure est grave, que notre patrie est en danger. Interpellez-les. Et c'est à eux de répondre à ça. C'est à eux, il faut les interpeller, les conscientiser, pas les stigmatiser. Parce qu'on a l'idée de fédérer. C'est ça le message du chef de l'État. Fédérons-nous, travaillons tous, les Congolais, taisons nos différences et nos querelles. Mais en même temps, il faut être au diapason de cet appel du chef de l'État. Donc interpeller, il faut que les médias interpellent ces hommes politiques en disant « Pourquoi vous vous taisez dans toutes les langues nationales? Parlez, dites quelque chose. Vous voyez vos frères mourir et vous ne dites rien. » Lui, par exemple, il veut qu'on fasse la vraie guerre au Rwanda et qu'on annexe le Rwanda. Vous êtes aussi extrémiste que Mouzito? Je crois que le Premier ministre. Le discours de là où il est, oui,
il n'a peut-être pas les mêmes responsabilités que le chef de l'État, donc il peut se permettre une certaine... Non, il liberté de dit langage. la vraie solution à ces problèmes, une bonne fois pour toutes, qu'on fasse une vraie guerre à Kagame, enfin au Rwanda, au régime rwandais, qu'on annexe les cas échéants, et puis après, on sera tranquille. En tout cas, qu'on se Dixit défende, Mobutu. ce sera déjà bien. Et que le Rwanda arrête de nous agresser, ça sera déjà bien. Maintenant, annexer le Rwanda, je ne vois pas pourquoi on aurait besoin d'annexer le Rwanda. Notre philosophie, ce n'est pas des velléités expansionnistes. On est déjà un grand pays. On est déjà un grand pays. Je pense qu'avec la division du Soudan, on est aujourd'hui le deuxième plus grand pays d'Afrique, après l'Algérie. Oui, oui. Et l'Algérie, c'est une grande partie de désert. Donc, on est véritablement le poumon de l'Afrique. Donc, on n'a pas besoin d'annexer les pays limitrophes. Merci Erin Guindou. Et je pense que cette émission sera coupée en grande partie parce que les gens adorent des déclarations comme ça, hein, très volontaristes. Nous allons vous suivre pour voir effectivement comment le cabinet du chef de l'État va formaliser et surtout faire suivre ces grands discours et que la classe politique ne va pas s'inquiéter encore des humiliations, des stigmatisations, etc. Et qu'on va taire en quelque sorte tout ce qui s'est fait depuis un certain temps. Allez, à très bientôt. Merci Jean-Marie, et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement avec votre casquette de président de l'Union de la presse pour pouvoir travailler réellement sur le terrain. C'est acté. Absolument. Le peuple témoin. Merci beaucoup. À bientôt.